Vouloir améliorer les performances du corps humain peut prendre un tout autre sens, un sens positif quand il s'agit de compenser, voire de gommer un handicap. Au XXIe siècle, 3 révolutions majeures sont en train de relancer un vieux rêve de l'humanité, celui de reprogrammer la biologie. Il s'agit de la génétique, de la robotique et des nanotechnologies. Nous n'en sommes qu'au début, mais le développement de ces 3 disciplines est en train de surgir dans nos vies à tous, que nous soyons valides ou que la vie nous ait joué un vilain tour. Avec Sophie Gabu, nous sommes allés à la découverte de cet étonnant couplage homme-machine-handicap. À 17 ans, quand je devais arrêter de patiner, était énorme, tellement énorme. Une vie s'est effondrée. Mais le passage du fauteuil manuel au fauteuil électrique, ouais, c'était un deuxième passage qui était dur, très dur pour moi. Je perdais toute autonomie. Super, merci Véro. En 1986, quand elle participe à l'émission Télescope sur la sclérose en plaques, Béatrice Renz a 30 ans. Elle ne sait pas encore comment cette maladie dégénérative va évoluer. Elle ne sait pas que, par poussées successives, elle finira par perdre totalement l'usage de ses membres. Cette sclérose en plaques, elle peut faire avec mon corps ce qu'elle veut. Et oui, je peux perdre encore de l'autonomie. Bonjour. Bonjour madame, ça va? Une perte d'autonomie en partie compensée par la technologie et par des aides extérieures, comme celle que lui apporte Véronique Français, assistante de vie. Le fauteuil électrique de Béatrice est comme un exosquelette qui l'enveloppe, la transporte et lui obéit. Je te mets d'abord le James. Il est équipé d'une série d'appareils qu'elle commande avec le menton et l'oreille et qui lui permettent d'agir sur son environnement. Tu le veux plus en arrière? Oui, le James, tu inclines le plus à là, et un peu plus haut. James, c'est le nom d'un appareil qui lui sert d'interface avec l'extérieur. Avec lui, elle peut téléphoner, mais aussi allumer et éteindre la lumière, la télévision, la radio, baisser les stores, etc. Super. Tous ces boutons et puis ces fonctions qui sont autour de moi, ouais, ils font complètement partie de moi. Je ne me vois plus fonctionner sans, et puis ils sont tous mes amis. Comme des membres de remplacement? Ouais. Ouais, alors complètement. Complètement, et puis j'arrive à faire de l'humour avec, à jouer avec. Et mon fauteuil, exactement la même chose. Mon fauteuil fait intégralement partie de moi. La technologie est devenue un prolongement de son cerveau qui lui permet de maîtriser la domotique, de son appartement jusqu'au pied de l'immeuble. Comment elle serait votre vie sans cette technologie? Sans la technologie, j'ose parfois presque pas y penser. Elle serait nulle, elle serait rien. Je ne pourrais vraiment rien faire sans la technologie. Je suis un esprit dans une machine. Souvent, je dis aussi, je suis comme un robot, tout simplement plein de sentiments et de sensations. Et puis, oui, mais je suis un robot quand même. Et sans James, moi, je suis zéro. Et avec James, je suis comme une personne, vous et tous. Ah ouais, super. Ciao, bello. Ciao Beatrice. Ciao. A posto? Come stai? Bene, tu? Bene. Andiamo, facciamo shampoo? Aujourd'hui, je trouve que c'est normal que les personnes qui ne me connaissent pas ont de la peine parfois à regarder ou à faire face ou à se poser 10 000 questions. Et puis c'est à moi d'aller vers la personne. Comme Béatrice Renz,
Kim Knebel est enfermée dans son corps. La jeune femme a 25 ans. Elle est née avec une maladie héréditaire rare, l'amyotrophie spinale infantile. Les cellules nerveuses qui commandent les muscles sont touchées, ce qui entraîne leur atrophie progressive, comme dans la myopathie. Et comme Béatrice, Kim a fait de la technologie sa meilleure alliée. Sa maman lui installe un appareil qui ressemble à un biberon. Il s'agit en réalité d'une souris d'ordinateur connectée à un simple port USB. Un outil spécialement adapté aux possibilités qui lui restent. Kim déplace le curseur par la bouche et clique avec son pouce. C'est vraiment le prolongement de mon cerveau. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas faire avec les mains, je le fais à travers l'ordinateur. Toutes mes pensées, que ce soit professionnelles, que ce soit pour entretenir aussi le côté social, l'amitié, même avec mon fiancé, sans ce moyen-là, ça serait terrible. Tout ce que je pense passe à travers cette machine. Un aspect qui est vraiment révolutionnaire pour moi, c'est qu'avant, c'était des grosses machines. Bon, les ordinateurs, c'était les mêmes que les autres, mais seulement qu'il y avait 36 000 appareils autour pour que je puisse les utiliser. Alors que maintenant, il n'y en a plus qu'un seul qui est fait pour moi, enfin pour moi, pour les personnes handicapées. Ces appareils qui ont accompagné Kim tout au long de sa vie ont été conçus ici. Nous sommes à la Fondation suisse pour les téléthèses, dans le canton de Neuchâtel. Née au milieu des années 80, la Fondation a été pionnière dans l'élaboration d'outils technologiques pour le monde du handicap. Ingénieurs et inventeurs ont construit de toutes pièces des appareils et interfaces adaptés à leurs clients. Autrefois, pratiquement tous les appareils étaient développés par la FST. Maintenant, les technologies ont évolué. Donc, notre premier travail, c'est d'essayer de trouver la technologie qui correspond à la personne en situation de handicap. Alors, on essaie de savoir est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle a été développée. On est en contact, on a une commission technique avec des professeurs des grandes écoles qui sont dans cette commission et qui nous disent telle université ou telle organisation a développé telle ou telle chose. Et on va importer et adapter cette technologie aux besoins des personnes. Si cette technologie n'existe pas, alors seulement dans ce cas de figure, la FST se lance dans un nouveau projet. Le monde du handicap n'a pas d'argent, donc ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc tout ce qui existe est utilisé. Ce qui n'existe pas, en revanche, fait l'objet d'un projet. À l'École polytechnique fédérale de Lausanne, plusieurs laboratoires travaillent sur les neuroprothèses. Le but est de restaurer les fonctions biologiques détruites par des accidents ou des maladies. Implant dans la moelle épinière dans le but de restaurer la marche en cas de paraplégie. Commande de machine ou de fauteuil électrique par la pensée ou par un simple mouvement des yeux. Élaboration de peau artificielle capable de restaurer une sorte de sens du toucher aux porteurs de prothèses. Les pistes de recherche sont variées et les résultats prometteurs. Parallèlement, les outils destinés au grand public vont changer la vie des personnes handicapées. Dis à Mathieu, je t'aime. Siri, l'application main libre du iPhone, n'a pas été inventée pour Kim. Envoyer. Maintenant, grâce au programme Siri, je peux déjà envoyer des messages toute seule. Donc ça, c'est super. Des mails, je peux aussi écouter de la musique en parlant. T'es sûr que ça a fermé? Mais à l'inverse aussi, c'est que des technologies que nous développons pour le monde du handicap passent dans le grand public. On a parlé de James, qui était la première télécommande infrarouge, capable de lire tous les codes infrarouges. C'était un brevet, c'était le premier appareil. Ben maintenant, cette technologie est utilisée dans le monde entier. J'ose espérer que le James 4 que nous développons va aussi aller dans le domaine du grand public, parce qu'on a l'idée de développer une version, j'allais dire allégée, pour les personnes du troisième âge, par exemple. Daniel Baumann est ingénieur à la FST. Il travaille sans cesse en partenariat avec les utilisateurs pour développer et améliorer les prototypes. Ton appareil actuel par James 4, et puis on pourra se débarrasser de tous les fils. Tu pourras continuer d'utiliser ton bouton jaune. D'ailleurs, il est toujours facile à accéder, ton bouton jaune. Très. On peut continuer de travailler avec ça. Ouais. Alors on va le garder.
Tu pourras téléphoner, tu pourras allumer ta lampe, tu pourras ouvrir les portes, prendre l'ascenseur, sortir, rentrer comme tu as l'habitude. Est-ce que tu peux essayer de cliquer avec ton bouton jaune pour voir comment ça défile? Ouais, voilà. Alors là, tu as l'effet de la lampe. Hein? Est-ce que tu veux la rallumer? Oui, volontiers. OK. Est-ce que tu veux essayer d'ouvrir la porte avec porte 5 en accédant avec la voix? Volontiers. Porte 5. Voilà. Super. Ça marche. Avec ou sans handicap, les humains et les machines sont en train de coévoluer. Mathis, 5 ans, souffre de la même maladie rare que Kim. Même si la force lui manque, le petit garçon parvient à manipuler des objets, des jouets et les commandes d'appareils électroniques, comme celle de son fauteuil. Voilà, la table. Il contrôle aussi une drôle de machine qu'il aime bien utiliser. Une machine à manger, qui à défaut d'être vraiment pratique, lui permet de maîtriser lui-même ses bouchées. On doit quand même être là pour l'aider à manger s'il a trop dans la bouche ou pas ce qu'il faut dans l'assiette pour prendre. Mais ça nous permet de manger tous ensemble. Puis pour Mathis, c'est important psychologiquement aussi de pouvoir faire des choses tout seul et puis de manger tout seul. D'avoir une emprise sur ce qui l'entoure. On n'a pas tes mamans. Lorsqu'on a fait le choix du fauteuil, on nous a proposé une commande qui permettait d'interagir avec l'environnement, ouvrir les portes, commander les stores, allumer les lumières. Et on trouvait que c'était trop tôt encore pour faire ce choix. Vu que ce sont des choses qu'on fait pour lui ou qu'on fait pour Margot, qui a pourtant une année de plus que lui. Et on préfère attendre encore un petit peu pour l'équiper des technologies qui seront peut-être plus avancées au moment où il en aura réellement le besoin. En attendant, Mathis fait déjà connaissance avec les subtilités des tablettes et des écrans tactiles. Il a uniquement des jeux, quelques jeux, il ne peut pas du tout aller sur Internet. Mais en même temps, dans le domaine du virtuel, il a les mêmes chances que tous les autres. Pour son cas, oui, mais autant qu'il essaie de repousser un petit peu ses limites pour jouer avec une vraie voiture plutôt qu'une voiture sur un écran. Il n'aura peut-être pas la même satisfaction au niveau du résultat, mais il y a un contact qu'il préfère quand même et qui le divertira plus. Tu veux aller jouer avec Margot? Oui. La révolution robotique digitale et technologique permettra-t-elle de compenser les faiblesses de la biologie? Permettra-t-elle à Mathis de vivre un jour de manière autonome? Comme ça, c'est mieux? Comme ça? Un peu plus. Comme ça? Comme ça va? Je pense que les technologies vont pouvoir l'aider à améliorer la qualité de sa vie, à améliorer son indépendance. Il faut simplement que le système qui a été mis en place en Suisse, c'est-à-dire le système de l'assurance invalidité, puisse continuer d'aider ces personnes. Et c'est là le plus gros problème. Il est certain que la vie sera toujours difficile, il est certain que les technologies ne pourront jamais tout compenser, mais en revanche, elles permettent d'améliorer grandement la qualité de vie de ces personnes fortement handicapées. Le problème, c'est que la FST passe désormais plus de temps à aider les patients à se justifier et à faire recours auprès de l'assurance invalidité qu'à inventer, développer et adapter des solutions technologiques. Au lieu de soutenir les personnes concernées qui font face à des obstacles physiques, l'AI, au fil de ses révisions successives, y a ajouté des obstacles administratifs. C'est d'autant plus difficile à comprendre que les moyens technologiques auxiliaires ne représentent même pas 0,5% de son budget total. De plus, la Suisse est un pays riche à la pointe de la microtechnique, tout pour être exemplaire. Aujourd'hui pourtant, la situation du handicap physique est moins bonne ici que dans de nombreux pays qui nous entourent. Au mois de mai 2005, Marcel Hofstetter et sa femme Christiane font une balade à moto. Un véhicule fait un déplacement dangereux. Marcel freine.
Il est presque à l'arrêt sur sa piste, mais le chauffard lancé à pleine vitesse lui fonce dessus. J'entends toujours le sifflement des pneus, la fumée, et puis tout d'un coup, un choc. Je me suis retrouvé par terre, le pantalon était ensanglanté, je n'avais plus aucune sensation dans la jambe. Donc là, je me suis dit que la jambe, elle était, je pense, à 80% perdue. Christiane est également blessée. Le couple de motards est transporté à l'hôpital. Les chirurgiens ne parviennent pas à sauver la jambe de Marcel et il doit être amputé. Après un long travail de réhabilitation, il a apprivoisé sa nouvelle jambe. Ce matin, il a rendez-vous chez Kern Orthopédie avec Jean-Claude Gabriel, son prothésiste. Alors bon, c'est le moment de la refaire, monsieur Stettler, cette prothèse. Elle commence à venir un peu usée. Hein. Un peu. Vous pouvez l'enlever. Ouais, ok. Avant l'accident, Marcel exerçait le métier de mécanicien de précision. C'est avec un œil expert qu'il s'intéresse aux différents modèles de jambes artificielles qui existent sur le marché. C'est lors de mon séjour à la Suvation, où j'avais des moments libres, j'étais sur Internet et j'ai commencé à regarder un petit peu sur des sites, des forums, et j'ai vu qu'il y avait le SILEG. J'ai dit au prothésiste, je veux ce genou. Marcel Hofstetter mettra toute son énergie pour obtenir ce genou qui contient un microprocesseur et un système hydraulique d'articulation. Cette prothèse intelligente, fabriquée par une entreprise allemande, est une des plus high-tech du marché, une haute technologie qui évidemment a un coût. Le chauffard responsable des blessures de Marcel étant 100% fautif de l'accident, sa RC a dû payer tous les frais. Mais c'est la SUVA, l'assurance accident obligatoire, qui décide du type de prothèse et d'appareillage qui sera remboursé pour chaque patient. Il faut se battre sans arrêt. On ne nous le donne pas, on ne nous le propose pas. Il faut réclamer, il faut rouscailler, c'est tout le temps, ça n'arrête pas. Quelle que soit l'institution à qui on a affaire, il faut toujours se justifier, il faut toujours... c'est toujours le moins cher, le plus rudimentaire possible qu'on veut nous refiler. Il faut faire des pieds et des mains pour essayer d'en avoir un. Puis là, je ne parle que de cas d'accident. Maladie, c'est encore autre chose. Effectivement, l'assurance maladie, l'assurance accident ou l'assurance invalidité n'appliquent pas toujours la même politique de remboursement. On va changer un peu d'orientation. Marcel a obtenu la dernière technologie après son accident de moto. Mais si l'amputation était due à une maladie, il n'est pas certain qu'il marcherait de cette façon aujourd'hui. Daniel Gonzalez a 18 ans. Il y a 3 ans, on lui a diagnostiqué une tumeur osseuse à une jambe. Pour le sauver, il a fallu l'amputer. En réhabilitation, il a pu tester le même genou électronique que Marcel. On est autorisé à l'essayer, donc ils m'ont laissé pendant 1 mois l'essayer. Et puis pendant ce mois, j'ai vraiment bien pu marcher, j'ai pu descendre les escaliers en alterné, les descentes c'était hyper facile et tout. Et puis du coup après ils me l'ont enlevé, on a fait la demande et ils nous ont refusé. Ils payent des choses assez chères à des gens qui sont déjà moins actifs que moi, tout ça. Et puis alors moi juste parce que je suis étudiant et puis que je bouge, que je suis censé pas bouger beaucoup, étant donné que je suis toute la journée en cours, ils veulent pas encore me l'accepter. Pour les fonctionnaires de l'assurance invalidité, si Daniel était vigneron ou boulanger, ce serait peut-être différent. Mais comme étudiant, il doit se contenter d'une simple prothèse mécanique. Son seul avantage est de coûter 2 fois moins cher que la version électronique. La Suisse a beau être un des pays les plus riches du monde, elle se classe parmi les moins généreuses en matière de remboursement de ces technologies qui allègent pourtant le handicap. La Suisse est à la traîne parce que là il dit qu'il met à disposition un moyen auxiliaire simple et adéquat. Qu'est-ce que c'est simple et adéquat? Je veux dire, en 1900, une prothèse avec un pilon comme le messager boiteux, c'était simple et adéquat. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait quand même faire bénéficier les gens d'une prothèse dite intelligente.
Sur la gauche, Marcel descend normalement en déroulant un pied après l'autre. Daniel, lui, est contraint de bloquer son articulation. Pour l'instant, ça va parce que je suis jeune et puis j'ai encore de bonnes réactions, mais je suis déjà tombé. Un genou mécanique demande une concentration permanente. Je ne comprends pas que tous les amputés fémoraux n'aient pas un genou comme ça. L'assurance invalidité a la responsabilité des sommes qu'on lui confie. Mais refuser le progrès à un jeune homme n'est pas forcément un bon calcul économique. À long terme, je pense que c'est un mauvais calcul parce que ces patients finissent par avoir des problèmes sur le membre du côté opposé. Je parle d'arthrose, de problèmes d'articulation de genoux, de cheville, de hanche, des problèmes de dos. Donc tout ça, ça sera de toute façon répercuté sur les assurances sociales. Finalement, les gens qui ont une prothèse intelligente vivent aussi mieux, ils travaillent aussi mieux, ils se déplacent mieux et puis je pense qu'ils s'usent beaucoup moins qu'avec avec une prothèse mécanique. Marcel et Christiane n'ont pas renoncé à leur passion pour la moto. S'ils n'ont pas entièrement retrouvé leur vie d'avant l'accident, ils ont au moins repris la route. Daniel, lui, est de la génération robotique, informatique et nanotech. Son quotidien est rempli de ces images qui prédisent la fusion entre l'homme et la machine. Des images qui promettent l'avènement de neuroprothèses bioniques aux performances extraordinaires. Par exemple, ces membres artificiels directement connectés au système nerveux du patient ou dirigés par la pensée. J'ai vu des vidéos où la prothèse aide de monter des escaliers. Donc ça, pour l'instant, moi, je ne peux pas faire. Après, il y a aussi à l'EPFL des recherches avec la connexion avec les nerfs et tout ça. Donc ça nous permettrait de sentir bien, que ça soit presque notre jambe. Et ça serait l'idéal. Pourquoi susciter des espoirs? Pourquoi investir des millions dans ces recherches si c'est pour refuser ensuite le progrès à ceux qui justement peuvent en tirer le plus grand bénéfice? Pour le dire de manière un peu cynique, l'argument de vente, c'est bien sûr la lutte contre le handicap, la lutte contre la maladie. Pratiquement, ces techniques ont un coût énorme. Et on le voit déjà dans notre société, les caisses maladies sont loin de rembourser tous les coûts de la santé, et à un moment, il y a des choix qui sont faits. Et je ne suis pas sûre, en fonction de la situation actuelle, que ces techniques-là bénéficient en premier lieu aux personnes qui en auraient le plus besoin. On ne pourra sans doute jamais offrir ces exosquelettes à tous les paraplégiques, ni équiper tous les vieillards pour pallier leurs pertes musculaires. Ce serait pourtant idéal. Les plus gros budgets de la recherche sont captés par les militaires. La priorité est d'équiper des soldats qui pourront courir plus vite et porter d'énormes charges dans des zones de conflit inaccessibles. Que pèse le monde du handicap face à l'armée ou à la perspective de créer des humains améliorés ? Les neuroprothèses, c'est un champ qui est déjà largement exploré en laboratoire. C'est même un champ qui a de gros financements. Là, je pense en particulier à des recherches qui sont effectuées en Angleterre, à l'université de Reading, où j'ai passé plusieurs années à étudier le système de valeurs d'un scientifique qui s'appelle Kevin Warwick, qui lui, alors, depuis la fin des années 90, est déjà impliqué dans l'hybridation entre l'humain et la machine, avec un but qui, pour lui, est de transcender la condition humaine. Il n'a pas de handicap, il est, selon les critères de notre société, normal, mais il a envie de devenir plus que ça. Si on vous proposait d'améliorer vos performances, vous prendriez? Alors améliorer les performances, ça je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Essayer de récupérer ce qu'on avait, ce qu'on a perdu, ça peut être une bonne idée. Mais du moment où on peut améliorer nos performances, c'est peut-être stupide, mais moi j'aurais peut-être peur qu'il y ait des gens qui sont plus juste pour avoir de meilleures performances. Ce n'est pas stupide. L'idée d'une forme extrême de dopage où des athlètes se feraient greffer des membres bioniques plus puissants est déjà dans l'air. Cette idée choque encore. En revanche, dans le cadre du handicap, le couplage homme-machine semble acceptable aux yeux de la société. Je suis prêt. Kim, de son côté, Voilà, se dit parfait. partante pour l'hybridation. Tu me dis, hein. On comprend que pour la jeune femme, l'idée de s'affranchir de son corps biologique jusqu'à n'être plus qu'un esprit hyper connecté soit une perspective plus réjouissante qu'effrayante.
Et j'ai pu voir le film Avatar en 3D. J'ai trouvé que c'était un film extraordinaire. Et c'est vrai que d'imaginer pouvoir vivre ça, ça serait fabuleux. Mais c'est une autre histoire, ça. Ce serait au fond d'avoir votre avatar virtuel. Oui. Vous aimeriez ça? Ah, beaucoup. J'aimerais bien quand même garder mon aspect, hein. Pas être toute bleue. Sauf si c'était dans un autre monde, mais bon. Hein. Sur cette terre, c'est sûr que je préférerais avoir un aspect d'être humain. Je pense souvent à ça. Laisser mon corps au repos et avoir mon esprit et faire tout ce que j'ai envie de faire. Plus le monde virtuel prend de l'importance, moins le corps biologique en a. On pourrait presque dire qu'aujourd'hui, c'est un plus grand handicap de ne pas être connecté que d'être privé de l'usage d'un membre ou de son corps. Je pense qu'effectivement, le handicap lié au fait de ne pas être connecté est plus grand que le handicap lié à l'absence d'un membre, parce que ça, par exemple, on le voit dans certaines recherches qui se font dans le champ des neuroprothèses, où le but, c'est justement de connecter la personne aussi vite au réseau que si elle n'était pas handicapée. Et finalement, c'est comme si, pour les personnes handicapées comme pour les personnes non handicapées, le corps était un boulet qui nous empêche de nous connecter au plus vite. Bonjour beauté, je suis déjà là. Papa, génial, génial. Le corps, proprement dit, ce qui était tellement important dans ma vie avant n'a plus d'importance. Moi, je suis dans ma tête à moi, mais je trouve que c'est pas un monde virtuel. Aujourd'hui déjà, je suis tellement détachée de tout. Non, mais franchement, et je suis détachée. Déjà, souvent, je me compare à cette petite marionnette. Qu'on coupe les fils à fur et à mesure chez moi, et aujourd'hui, tous les fils sont coupés. Et puis, on ne peut plus me manipuler. Puis je vole, je suis... Aujourd'hui, je suis libre comme j'ai jamais été. Que dire derrière de telles paroles? Rien, sinon que Béatrice Renz, à côté de son cheminement intérieur, se bat sur le plan politique pour le droit à l'égalité et à l'autonomie des personnes handicapées. Objectif, renverser la tendance actuelle pour accélérer et forcer l'application de ces principes inscrits dans la loi. Un combat très sportif qui nécessite beaucoup d'endurance.